Quand mon entreprise a fait faillite, ma femme n'est même pas restée une semaine. Je ne suis pas née pour être pauvre, a-t-elle dit, et elle est partie avec notre riche voisin. 2 ans plus tard, j'ai tout reconstruit. Un jour, j'ai traversé la place et j'ai vu une femme mendier. C'était mon ex-femme. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Le 17 mars 2021 est l'une de ces dates que j'ai gravées quelque part entre ma poitrine et mon estomac. Dans cet endroit où se déposent les choses sans nom, mais qui pèsent plus lourd que n'importe quelle dette. Ce jour-là, j'ai signé les documents qui attestaient de la mort de Bâtiment Delcourt. L'entreprise que j'avais bâtie de mes propres mains à 34 ans, que j'avais nourrie pendant 18 ans, qui avait survécu à 2 crises précédentes et qui n'a pas survécu à la 3e. Ce jour-là aussi, bien qu'il m'ait fallu quelques heures de plus pour le comprendre pleinement, j'ai signé sans le savoir la fin de mon mariage. Je m'appelle Romain Delcourt. J'avais 52 ans quand tout s'est effondré. Ingénieur en génie civil de formation, entrepreneur par vocation, et pendant près de 2 décennies, le principal pourvoyeur d'une famille que j'ai bâtie avec le même dévouement que celui avec lequel je construisais des immeubles. Brique par brique, sans raccourci, sans baisser les bras quand les choses se corsaient. J'étais marié à Véronique Deschamps depuis 23 ans et 4 mois exactement. Je le sais avec cette précision parce qu'elle me l'a rappelé à maintes reprises au fil des ans, lors des anniversaires que je laissais parfois passer à cause du travail, lors des dîners où j'arrivais en retard le week-end. Lors de ces journées à rallonge parce qu'il y avait un chantier à vérifier ou un fournisseur à appeler. Véronique avait 47 ans. C'était une femme qui savait se tenir partout, qui savait parler à tout le monde, qui avait une façon d'entrer dans une pièce qui faisait se retourner les gens. J'ai toujours vu cela comme quelque chose d'admirable. Il m'a fallu trop de temps pour comprendre que cette compétence pouvait aussi être utilisée d'une autre manière. Nous vivions à Lyon, dans un grand appartement du quartier des Brotteaux que nous avions acheté en 2008 et rénové 2 fois depuis. Nous avions 2 voitures, des vacances par an, une vie qui, de l'extérieur, semblait ordonnée et qui, de l'intérieur, si je suis honnête, tenait plus de la routine que du mariage depuis des années. Cela fait aussi partie de la vérité, et je ne vais pas le cacher. L'entreprise a commencé à couler à l'été 2020. Ce ne fut pas un coup unique. Ce fut une accumulation. 3 contrats annulés en cascade, un fournisseur principal qui a fait faillite et nous a laissés sans les matériaux promis. Et une dette bancaire qui avait du sens quand le chiffre d'affaires était stable, mais qui est devenu un boulet quand les revenus ont chuté de 64% en 8 mois. J'ai essayé de refinancer. J'ai essayé de renégocier. J'ai engagé Guillaume Sorel, mon comptable de confiance depuis 12 ans, pour chercher n'importe quelle issue possible. Guillaume a essayé. Nous avons essayé ensemble, mais il y a des moments où les chiffres ne mentent tout simplement pas, et les nôtres disaient qu'il n'y avait pas d'issue. Pendant ces mois-là, Véronique était physiquement présente, mais absente d'une manière que je ne savais pas lire à l'époque. Elle parlait peu, écoutait encore moins. Quand je rentrais à la maison avec la tension d'une autre journée impossible, elle était dans le salon avec son téléphone à la main, ou en train de se préparer pour sortir dîner avec des amis. Il y avait des nuits où j'essayais de parler pour expliquer la situation en détail, et elle hochait la tête avec une expression que je reconnais maintenant parfaitement, l'expression de quelqu'un qui a déjà pris une décision et qui n'attend que le bon moment pour l'exécuter. Edmond Pradier vivait de l'autre côté de la rue depuis 3 ans. 58 ans, investisseur immobilier, divorcé, avec une voiture différente à chaque saison et l'habitude d'organiser des réceptions sur sa terrasse qu'on pouvait entendre depuis la fenêtre de notre chambre. Je l'avais salué des dizaines de fois. Je le considérais simplement comme le riche voisin, cette figure qui existe dans presque chaque rue et à laquelle on ne prête pas trop attention. À quel point j'avais tort. Ce que je n'ai su que bien plus tard, jusqu'à ce que les pièces du puzzle s'assemblent d'elles-mêmes, c'est que Véronique et Edmond se parlaient régulièrement depuis plus d'1 an avant que je ne ferme l'entreprise. Je ne le savais pas alors. Je savais seulement que toute ma vie s'effondrait et que la personne qui aurait dû être à mes côtés regardait ailleurs. Le 17 mars est arrivé avec un froid sec et un ciel blanc qui ne s'était pas tout à fait décidé à pleuvoir. Je suis parti à 8 heures du matin pour signer les documents avec le mandataire liquidateur, avec Guillaume à mes côtés, et avec la sensation physique que quelque chose se brisait dans ma poitrine à chaque page que je tournais. J'ai signé tout ce qu'il y avait à signer. J'ai serré des mains, je suis sorti dans la rue et je suis resté sur le trottoir sans vraiment savoir où aller. Je suis rentré chez moi à 14 heures. Véronique était dans la chambre avec 2 valises ouvertes sur le lit.
Elle ne faisait pas ses bagages à la hâte. Elle ne les faisait pas avec l'urgence de quelqu'un qui agit sur une impulsion. Elle les faisait avec le calme méthodique de quelqu'un qui a planifié ce moment depuis des semaines. Elle pliait les vêtements avec soin, mettait chaque chose à sa place. Quand elle m'a vu à la porte, elle n'a pas sursauté. Elle m'a regardé une seconde et a continué à plier. Véronique, ai-je dit, un seul mot parce que je n'en avais pas d'autre. Elle a fermé le tiroir, s'est retournée et m'a regardé avec une expression qui n'était pas de la cruauté, mais qui ne ressemblait en rien à de l'amour non plus. C'était de la distance. C'était une décision déjà actée. Elle cherchait simplement la sortie. Romain, ça n'a pas d'avenir, a-t-elle dit. Tu n'as pas d'avenir, et je ne suis pas né pour être pauvre. Je n'ai pas crié. Je ne savais pas comment crier. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de la chambre pendant qu'elle finissait de fermer les valises, les faisait rouler dans le couloir avec ses roues qui résonnaient sur le parquet, et ouvrait la porte d'entrée sans se retourner. Je l'ai suivie sur le palier, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Et de là, je l'ai vu descendre les escaliers, franchir le hall, sortir dans la rue. Edmond Pradier était garé juste en face, moteur tournant, coffre déjà ouvert. 3 voisins l'ont vu depuis la rue. Je l'ai vu depuis le balcon, les mains sur la rambarde et le document de faillite encore dans la poche de ma veste. Elle a rangé les valises, est montée dans la voiture, et Edmond a démarré sans se presser. Il n'y a pas eu de drame, pas de scène, juste le bruit du moteur qui s'éloignait et le silence qui est resté après. Un silence si total et si lourd que, pendant un instant, je ne savais plus si je respirais. J'avais 52 ans. Je n'avais plus d'entreprise, plus de mariage, et aucune idée de ce que j'allais faire le lendemain. C'est ce que je croyais être la fin. J'avais tort. L'appartement est resté silencieux pendant des jours. Pas le silence normal d'une maison vide, mais un autre type de silence, plus dense. Celui qu'une personne laisse derrière elle quand son absence prend plus de place que sa présence. Le parfum de Véronique a mis presque une semaine à disparaître de la chambre. J'ai dormi sur le canapé dès la première nuit. Pas parce que je ne pouvais pas entrer dans la chambre, mais parce qu'y entrer signifiait affronter la moitié vide du lit, les tiroirs ouverts, les cintres vides dans le placard. Je n'étais pas prêt pour ça. Je n'étais pas prêt pour grand-chose. Je ne me souviens pas clairement des 3 premiers jours. Je sais que j'ai mangé quelque chose. Je sais que j'ai répondu à un message de Guillaume. Je sais que j'ai allumé la télé sans la regarder pendant des heures. Ce dont je me souviens avec une précision étrange et cruelle, c'est le bruit des roues de ses valises sur le parquet du couloir. Ce bruit revenait la nuit quand j'essayais de dormir, avec la ponctualité mécanique de quelque chose que le cerveau décide de classer au mauvais endroit. Le 4e jour, ma mère a appelé. Anne-Marie Delcourt avait 78 ans et vivait seule dans un petit appartement du quartier de Gerlande, à 12 minutes en voiture. Elle était veuve depuis 8 ans et, depuis lors, vivait avec la sérénité particulière des gens qui ont déjà assez perdu pour ne pas gaspiller d'énergie avec le superflu. Quand elle a appelé, j'ai répondu avec la voix de quelqu'un qui n'a parlé sérieusement à personne depuis des jours. « À quand remonte la dernière fois que tu as bien mangé ?» m'a-t-elle demandé. Je ne savais pas quoi répondre. « Samedi » a-t-elle dit sans attendre ma réponse. « J'arrive ou tu viens ici, mais l'un de nous deux se déplace. » J'y suis allé. Je suis arrivé avec les vêtements des jours précédents, mal rasés. Elle a ouvert la porte, m'a jaugé de la tête aux pieds avec sa façon bien à elle de tout évaluer sans rien dire, et s'est écartée pour me laisser passer. Il y avait une marmite de lentilles sur le feu. La cuisine sentait le laurier et le pain frais. Je me suis assis sur la même chaise que lorsque j'étais enfant. Et quelque chose dans ce détail, dans la familiarité exacte de cet angle de table, de cette fenêtre, de cette lumière de fin d'après-midi, m'a frappé d'une manière que je n'avais pas anticipée. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là. J'ai pleuré plus tard, quand elle débarrassait les assiettes et que je fixais la nappe sans rien voir. Elle a posé une main sur mon avant-bras sans dire un seul mot. Il n'y a pas eu de discours, pas de mots de réconfort préfabriqués, juste cette main, petite, sèche et totalement ferme, qui disait sans mots que j'étais toujours quelqu'un pour elle, même si à ce moment-là je n'étais plus personne pour personne d'autre. Cette nuit-là, j'ai dormi sur son canapé. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé avec l'odeur du café qu'elle avait déjà préparé à 6h15, quelque chose en moi a décidé, sans l'annoncer, que je ne pouvais pas rester bloqué à ce stade pour toujours. Mais avant d'en arriver là,
il s'est passé quelque chose qui a changé ma façon de comprendre tout ce qui était arrivé. 10 jours après le départ de Véronique, j'ai reçu un appel de Camille Vidal, une voisine de l'immeuble d'en face, avec qui ma femme était amie depuis des années. Camille avait 61 ans, était retraitée de la fonction publique et était le genre de personne qui observe plus qu'elle ne parle, ce qui faisait d'elle, sans le vouloir, une source d'informations extraordinairement précise. « Romain », a-t-elle dit avec un malaise évident dans la voix, « je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais il y a quelque chose que je pense que tu devrais savoir. » J'ai écouté. Camille m'a dit que la semaine précédant la signature des documents de faillite, elle avait vu Véronique entrer dans l'immeuble d'Edmond Pradier à 2 reprises. L'après-midi, quand j'étais en réunion. Pas une fois, 2 fois, avec le naturel de quelqu'un qui connaît le chemin. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assis sur le canapé de ma mère, fixant le sol. Ce n'est pas de la colère que j'ai ressentie en premier. C'était quelque chose de plus froid et de plus précis. La compréhension que ce qui s'était passé n'était pas une décision prise sur le coup de l'émotion. Ce n'était pas la panique d'une femme effrayée par la faillite de son mari. Ça avait été un plan silencieux et patient, exécuté avec un calme que je reconnaissais maintenant dans chacun de ses gestes des dernières semaines, dans sa distance, dans ses absences, dans cette expression que j'avais interprétée comme de l'inquiétude et qui était tout autre chose. Edmond savait que l'entreprise allait fermer avant que je ne le dise à qui que ce soit. Il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu lui donner cette information. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas à cause de la douleur, mais parce que l'esprit ne s'arrête pas quand il commence à reconstruire une séquence qui était devant moi depuis le début sans que je ne la voie. J'ai repassé les conversations. J'ai repassé les dates. J'ai repassé les fois où Véronique était sortie l'après-midi avec des explications que je n'avais jamais vérifiées parce qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'il y avait quoi que ce soit à vérifier. J'ai repensé à la fois, en janvier de cette année-là, où elle avait mentionné Edmond dans une conversation à propos de je ne sais quoi, et je n'y avais pas prêté attention parce que je lisais un email de la banque. J'ai repensé à la fois où j'avais trouvé sa carte de visite dans la poche de son manteau et où elle avait dit qu'il la lui avait donnée lors d'un dîner de voisins. Je l'avais cru, naturellement. Je l'avais cru. Je ne vais pas rejeter toute la faute sur Véronique pour me dédouaner. Il est vrai aussi que je rentrais tard depuis des années, qu'il y a eu des mois où la seule chose que je ramenais à la maison était de la tension et de la fatigue, qu'il y avait des conversations importantes que j'annulais pour des appels professionnels qui, avec le recul, n'étaient pas si urgents. Je ne dis pas cela pour justifier ce qu'elle a fait. Je le dis parce que cela fait partie de l'histoire complète, et l'histoire complète est la seule qui vaille la peine d'être racontée. Mais il y a une énorme différence entre un mariage qui s'use et une personne qui planifie silencieusement sa sortie pendant que son mari se bat pour sauver ce qu'ils ont construit ensemble. Aucune autocritique ne peut effacer cette différence. À la fin du mois de mars, j'ai emménagé définitivement chez Anne-Marie. J'ai apporté 2 sacs de vêtements, mon ordinateur portable et un dossier de documents. L'appartement des Brotteaux a été laissé seul avec les meubles, avec les cintres vides, avec le silence d'une vie qui s'était terminée sans adieu formel. Je n'y suis pas retourné pendant des semaines. Guillaume m'appelait tous les 2 ou 3 jours, non pas pour parler de travail, mais pour me demander comment j'allais, avec cette façon directe et sans fioriture qu'il avait et que j'ai apprécié plus que je ne lui ai dit à l'époque. Un après-midi, il m'a dit quelque chose qui est resté gravé. « Romain, tu as monté une entreprise à partir de zéro avec moins que ce que tu as maintenant. Ce que tu as perdu n'était pas tout ce que tu es. » Je ne lui ai pas répondu, mais je l'ai noté mentalement avec une précision à laquelle je ne m'attendais pas. Le canapé de ma mère était étroit, et on sentait le ressort au milieu si on ne se positionnait pas exactement de la bonne manière. Je me suis réveillé 20 nuits d'affilée avec une marque dans le dos et le plafond inconnu au-dessus de ma tête. Mais chaque matin, sans faute, il y avait un café préparé, une assiette propre, et une femme de 78 ans qui ne me demandait pas quand j'allais me ressaisir, mais supposait simplement que je le ferais. Cela, bien que ça paraisse insignifiant, ne l'était pas. Avril est arrivé avec une pluie fine et constante. Le genre de pluie qui ne vous trempe pas d'un coup, mais s'infiltre dans vos vêtements sans que vous ne le remarquiez jusqu'à ce que vous soyez déjà trempé. Lyon en avril peut être comme ça, grise sans être dramatique, froide sans être brutale, avec cette lumière sale de me-saison qui n'arrive pas tout à fait à se décider. J'étais chez ma mère depuis près de 3 semaines et j'avais établi une sorte de routine sans l'avoir planifiée. Je me levais quand elle était déjà dans la cuisine, je prenais mon petit déjeuner, j'allais marcher 1 heure sur les berges du Rhône, je revenais, je lisais quelque chose sans rien retenir, je mangeais,
je somnolais sur le canapé l'après-midi. Et j'attendais le soir pour tout recommencer le lendemain. Ce n'était pas une guérison. C'était une survie minimale avec l'apparence de l'ordre. Guillaume m'avait envoyé par email un résumé de la situation financière réelle après la fermeture de l'entreprise. Je l'ai ouvert un mardi matin, je l'ai lu à moitié et je l'ai fermé. Non pas parce que les chiffres étaient pires que ce que j'attendais, mais parce que les voir organisés dans un document, dans des colonnes nettes avec des totaux en rouge, rendait la chose trop définitive. J'avais passé 18 ans à prendre des décisions à propos de chiffres. Maintenant, les chiffres me paralysaient. C'était nouveau, ça aussi. Je n'étais pas du genre à me laisser paralyser. J'avais géré des chantiers avec 30 ouvriers. J'avais négocié des contrats avec des mairies et des entreprises privées. Je gardais mon calme dans des situations où d'autres perdaient la tête. Et là, je n'arrivais même pas à finir de lire un email. Un matin, en marchant sur les berges du Rhône, les mains dans les poches et le regard fixé sur l'eau brune du fleuve, je me suis arrêté sans raison apparente devant un banc en bois mouillé et je m'y suis assis. Il faisait froid, le banc était humide, et en quelques secondes, j'ai senti l'humidité s'infiltrer à travers mon pantalon. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là à regarder le fleuve. Et pour la première fois depuis le 17 mars, je me suis autorisé à penser à tout sans essayer de l'ordonner ou de le contrôler. J'ai pensé à l'entreprise, au premier contrat que j'avais signé à 34 ans, une petite rénovation dans le vieux quartier, un immeuble de 5 étages avec une façade détériorée et des installations vétustes. Je me souviens de l'odeur du plâtre frais de ce chantier, du bruit des meuleuses le matin, de l'étrange satisfaction physique de voir un mur neuf là où il y avait une fissure. J'ai pensé aux 18 années qui ont suivi, aux ouvriers qui étaient passés par Bâtiment Delcourt, aux chantiers terminés, aux problèmes résolus. Tout cela avait existé. Personne ne pouvait l'effacer. J'ai aussi pensé à Véronique, non pas avec colère, mais avec cette tristesse particulière qui vient de la compréhension qu'une personne que vous pensiez connaître était en partie votre propre construction. J'avais vu en elle ce que je voulais voir pendant trop longtemps. Cela ne l'absolvait de rien, mais cela ne me laissait pas complètement blanc non plus. Et j'ai pensé à quelque chose auquel je n'avais pas voulu penser depuis que tout avait commencé, j'avais 52 ans, j'étais en bonne santé, je savais faire des choses concrètes et utiles, et le seul véritable obstacle entre là où j'étais et là où je pouvais être, c'était le temps. Juste le temps. Pas la capacité, pas les connaissances, pas l'expérience, juste la volonté de recommencer, en sachant que le résultat ne viendrait pas de sitôt. Je me suis levé du banc avec mon pantalon humide et je suis rentré chez ma mère. Cet après-midi-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ouvert l'email de Guillaume et je l'ai lu en entier. La situation était la suivante. La liquidation de l'entreprise avait réglé les dettes principales auprès des banques, mais avait laissé un solde négatif de 42 000 € d'obligations mineures que je devrais assumer personnellement dans les mois à venir. L'appartement des Brotteaux était à mon nom et avait une hypothèque pour laquelle il restait 12 ans. Mes économies personnelles, toujours séparées de l'entreprise sur les conseils de Guillaume, s'élevaient à 17 300 €. Ce n'était pas rien, mais c'était quelque chose. C'était un point de départ, si l'on choisissait de le voir ainsi. J'ai répondu à l'email en 3 lignes, que j'avais tout lu, que j'avais besoin de lui parler cette semaine-là, et que je voulais explorer des options de travail en tant que consultant indépendant pendant que je réorganiserais ma situation financière personnelle. Guillaume m'a répondu en 20 minutes, je t'attends au bureau jeudi. J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je n'ai pas demandé ce que c'était, mais quelque chose dans ce message, dans sa brièveté et son ton direct, m'a fait ressentir quelque chose de différent du poids constant de ces dernières semaines, pour la première fois. Ce n'était pas encore de l'espoir. C'était simplement le sentiment que l'étape suivante existait, même si je ne pouvais pas encore la voir clairement. Ce soir-là, j'ai dîné avec ma mère dans la petite cuisine, avec la télé allumée en fond et la vaisselle habituelle. Anne-Marie ne m'a rien demandé sur l'email, ni sur Guillaume, ni sur mes plans. Elle a parlé de la météo, d'un voisin qui avait eu un problème avec la copropriété, d'une recette qu'elle voulait essayer le week-end. Une conversation normale, sans poids, sans arrière-pensée. Et à un moment donné, entre le plat de résistance et le café, je me suis surpris à répondre naturellement, à suivre le fil, et même à sourire d'une chose qu'elle avait dite avec cette ironie sèche qu'elle avait toujours eue. C'était un petit moment, presque insignifiant, mais c'était la première fois en presque un mois que je m'asseyais pour dîner sans que chaque bouchée n'ait le goût de la défaite. Le jeudi, je suis arrivé au bureau de Guillaume Sorel à 10 h du matin.
C'était dans un immeuble discret de la rue Victor Hugo, au 2e étage, avec une plaque en laiton sur la porte qui était là depuis qu'il avait installé son cabinet 16 ans plus tôt. La réceptionniste, une jeune fille que je ne connaissais pas, m'a fait entrer directement. Guillaume était derrière son bureau, avec 2 tasses de café déjà servies et une fine chemise de documents devant lui. Il avait 54 ans, à peu près ma taille, et cette façon de s'asseoir qu'ont les gens habitués à annoncer de mauvaises nouvelles calmement, le dos droit, les mains sur la table, une expression qui n'anticipait rien. « Assieds-toi », a-t-il dit. « Il y a une petite entreprise à Bron », a-t-il commencé. Entreprise de construction familiale, 2e génération. Ils font un chiffre d'affaires d'environ 800 000 € par an. Le fils aîné vient de prendre la relève à 31 ans et n'a pas de véritable formation technique. Ils se développent plus vite qu'ils ne peuvent gérer. Et ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à organiser les processus, les budgets, la coordination des chantiers. Il a fait une pause. Ce n'est pas ce que tu avais, mais c'est concret. C'est immédiat, et il paie. Je l'ai regardé. Combien, ai-je demandé. 2200 € par mois en tant que consultant externe, avec possibilité de révision dans 6 mois. Ce n'était pas ce que je gagnais, pas même la moitié, mais c'était suffisant pour commencer à couvrir les obligations en cours et ne pas avoir à toucher aux 17 300 € d'économie dès le premier mois. Quand veulent-ils une réponse, ai-je dit. La semaine prochaine. J'ai pris la tasse de café, je l'ai tenue un instant sans boire, et j'ai regardé le dossier sur la table. Dis-leur oui, ai-je répondu. L'entreprise s'appelait Construction Renault et elle était située dans une zone industrielle à Bron, dans un bâtiment fonctionnel et sans prétention, avec un bureau vitré au fond d'où l'on pouvait voir tout l'atelier. Le lundi suivant, je suis arrivé à 8h30 du matin avec un porte-documents vide et un costume que j'avais repassé la veille au soir chez ma mère. Il faisait encore froid, de ce froid sec d'avril qui, à Lyon, s'infiltre sous les portes et s'installe sur les sols en béton. Le fils aîné s'appelait Baptiste Castel, 31 ans. Une carrure solide, de grandes mains, le regard direct de quelqu'un habitué à travailler sur les chantiers depuis l'adolescence, mais avec l'insécurité contenue de celui qui sait qu'il a pris des responsabilités pour lesquelles personne ne l'a pleinement préparé. Il m'a reçu lui-même à l'entrée. Pas de réceptionniste, avec une poignée de main ferme et une tasse de café qui est apparue de nulle part, avec le naturel des endroits où offrir un café est un geste de bienvenue automatique. Mon père a lancé ça il y a 22 ans, m'a-t-il dit pendant que nous marchions vers le bureau. Il a pris sa retraite l'année dernière à cause d'un problème cardiaque. Je suis ici depuis que j'ai 16 ans, mais gérer un chantier et gérer l'entreprise, ce sont 2 choses différentes. Il ne l'a pas dit comme une excuse. Il l'a dit comme un diagnostic, et cela m'a semblé être le signe d'une intelligence pratique qu'à ce moment-là, j'estimais plus que n'importe quel diplôme universitaire. Je me suis assis en face de son bureau et j'ai passé la première heure à écouter. Je n'ai rien demandé qui ne fût strictement nécessaire. Je l'ai laissé parler, décrire les problèmes tels qu'il les voyait de l'intérieur. Mettre ses propres perceptions sur la table avant de superposer les miennes. C'était une méthode de travail que j'avais apprise avec les années, avant d'offrir des solutions, comprendre exactement quels problèmes on doit résoudre, car les problèmes décrits de l'extérieur coïncident rarement avec ceux qui existent à l'intérieur. Ce que j'ai trouvé était ceci, une entreprise avec un chiffre d'affaires sain mais avec une gestion des coûts imprécise, des devises établies par inertie sans actualiser les prix des matériaux. Et une coordination entre les 2 chefs de chantier qui dépendait plus de la confiance personnelle que de procédures écrites. Ce n'était pas un désastre. C'était une entreprise qui avait bien fonctionné avec le père parce que le père avait 30 ans d'expérience accumulée dans sa tête et prenait des décisions intuitivement mais avec précision. Sans lui, cette intuition n'était plus disponible, et personne n'avait encore trouvé le moyen de la remplacer par quelque chose de tangible. C'était exactement ce que je savais faire. La première semaine, je n'ai rien changé. J'ai simplement observé, accompagné les chefs de chantier sur les 2 sites actifs, passé en revue les devis des 6 derniers mois, et je me suis assis avec l'administratrice, une femme nommée Rosalie Bonnier. Elle était dans l'entreprise depuis 11 ans et savait exactement où se trouvaient tous les papiers, même si son système de classement était un mystère pour tout nouvel arrivant. Rosalie avait 43 ans. Elle se méfiait des consultants externes par principe, et me l'a fait savoir avec une amabilité si calculée que c'en était presque admirable. Le dernier consultant qui est passé par ici nous a fait changer tout le logiciel de gestion, m'a-t-elle dit le 2e jour, en cherchant une facture de 2019 que j'avais besoin de voir.
3 mois de chaos pour revenir à la même façon de faire qu'avant, mais avec un écran différent. Je ne vais pas changer le logiciel, ai-je répondu. Elle m'a regardé d'un œil scrutateur. Bien, a-t-elle dit, et elle m'a tendu la facture. Ce fut le début d'une relation de travail qui, avec le temps, deviendrait quelque chose s'apparentant au respect mutuel, ce qui, dans un environnement professionnel, a plus de valeur pratique que la sympathie. La deuxième semaine, j'ai commencé à travailler sur les devis. J'ai construit un modèle d'actualisation des coûts avec les prix réels des fournisseurs actuels, et non ceux d'il y a 2 ans qu'ils utilisaient encore comme référence. La différence moyenne était une augmentation de 17% des matériaux. Cela signifiait que dans plusieurs devis récents, ils avaient coté en dessous du coût réel sans le savoir, s'exposant à des marges négatives sur des chantiers qui n'avaient pas encore commencé. Quand j'ai présenté cela à Baptiste un mercredi après-midi, avec les chiffres sur la table et la comparaison claire, il s'est tu un instant. Combien avons-nous perdu au cours des 6 derniers mois à cause de ça, a-t-il demandé. Vous ne l'avez pas encore perdu parce que les chantiers ne sont pas terminés, ai-je répondu. Mais si vous n'ajustez pas les contrats là où c'est possible et ne corrigez pas les devis en attente, l'estimation est d'environ 38 000 € de déficit de marge avant la fin de l'année. Baptiste a posé ses coudes sur la table et s'est frotté le visage des 2 mains. C'était le geste de quelqu'un qui vient de comprendre que le problème était plus concret et plus proche qu'il ne le pensait. Y a-t-il une solution, a-t-il dit. Il y a de la gestion, ai-je corrigé, ce qui n'est pas la même chose, mais dans ce cas, c'est suffisant. J'ai quitté cette réunion à 19 h, je suis monté dans ma voiture et je suis retourné vers Lyon sur la rocade au milieu du trafic dense de l'heure de pointe. Il faisait nuit. Les phares des autres voitures formaient cette chaîne discontinue qu'on a tellement l'habitude de voir qu'on ne la regarde plus. Mais cet après-midi-là, je l'ai vu. Et à un moment donné entre la zone industrielle de Bron et la sortie Gerland, alors que je gardais les mains sur le volant et que le moteur bourdonnait régulièrement, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. J'avais passé 8 heures à résoudre des problèmes concrets avec des outils que je maîtrisais. J'avais été utile de manière mesurable et directe. Et pendant ces 8 heures, je n'avais pas pensé à Véronique. Je n'avais pas pensé à l'appartement vide des Brotteaux. Je n'avais pas pensé aux documents de faillite ni au bruit des roulettes des valises sur le parquet. Ce n'était pas le bonheur. C'était quelque chose de plus modeste et de plus solide. C'était de la compétence, la certitude silencieuse qu'on sait encore faire ce qu'on sait faire, indépendamment de tout le reste. Je suis arrivé chez ma mère à 20h15. Elle avait préparé le dîner et allumé la télévision sur les informations. Je me suis assis, j'ai mangé, et quand elle m'a demandé comment s'était passée ma journée, j'ai répondu avec plus de détails que d'habitude. Je lui ai parlé des devis, de Baptiste, de Rosalie et du logiciel. Elle a écouté attentivement, hochant la tête au bon moment. Et quand j'ai eu fini, elle a simplement dit, « Tu as l'air de redevenir toi-même. » Je n'ai rien dit. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis plus d'1 mois, le ressort du canapé ne m'a pas dérangé. Le mois de mai a apporté avec lui plus d'heures de lumière du jour et une routine qui commençait à avoir son propre poids. Chaque matin, je prenais la rocade jusqu'à Bron. Chaque après-midi, je revenais avec un problème résolu ou en suspens. Et chaque soir, je dînais dans la cuisine d'Anne-Marie avec le sentiment grandissant que le sol sous mes pieds était un peu plus ferme qu'1 mois auparavant. Ce n'était pas un rétablissement complet. C'était un début de stabilité, ce qui est différent, mais tout aussi nécessaire. C'est au cours de ces semaines-là que je me suis souvenu d'Ismaël. Ismaël Pelletier avait 49 ans et exerçait comme avocat spécialisé en droit civil et commercial depuis plus de 2 décennies. Je l'avais rencontré des années plus tôt par le biais d'un contact dans le secteur. J'avais fait appel à lui occasionnellement pour des contrats de construction, et il m'avait toujours fait l'impression d'un homme au jugement solide et peu avare de mots inutiles. Quand j'avais signé les papiers du divorce en mars, je l'avais fait sans le consulter. Je l'avais fait avec un conseiller juridique que Véronique avait proposé, dans un cabinet que je ne connaissais pas, dans un état émotionnel qui n'était pas le plus approprié pour examiner attentivement des clauses. C'était quelque chose que je devais corriger. Je l'ai appelé un mardi midi depuis le parking de construction Renault. Il a répondu à la 2e sonnerie. « Romain » a-t-il dit de ce ton neutre qui n'exprimait ni surprise ni indifférence. Ça fait un moment. Je lui ai expliqué la situation en 10 minutes, sans tourner autour du pot, la fermeture de l'entreprise, le divorce, les documents signés à la hâte, et les informations que Camille Vidal m'avait données sur les mouvements de Véronique avant la séparation.
Ismaël a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu une courte pause. Apporte-moi les documents, a-t-il dit. Tout ce que tu as signé. Avant de tirer la moindre conclusion, j'ai besoin de le lire. Nous nous sommes rencontrés le vendredi suivant dans son cabinet de la rue Édouard Herriot. Un espace bien rangé, sans décoration superflue, qui sentait le papier et le vieux bois. Le genre de bureau qui transmet l'idée que celui qui y travaille le fait depuis de nombreuses années et n'a pas besoin de décoration pour le prouver. Ismaël a lu les documents de divorce avec une concentration que j'ai observée de l'autre côté de la table sans rien dire. Il tournait les pages, revenait en arrière, marquait quelque chose au crayon, continuait sa lecture. Ça a pris 40 minutes. J'ai bu le café qu'on m'avait apporté, j'ai regardé par la fenêtre la rue étroite en contrebas, et j'ai attendu. Quand il a levé les yeux, son expression n'avait pas beaucoup changé, mais il y avait quelque chose en lui qui m'indiquait que ce qu'il s'apprêtait à dire avait de la substance. « Tu as signé dans la précipitation et dans des conditions défavorables » a-t-il commencé. Il n'y a rien d'illégal dans le document lui-même. Mais il y a des concessions que tu n'aurais pas dû faire à ce moment-là. Tu as renoncé à ta part sur 2 comptes joints avec un solde cumulé d'environ 22 000 € et tu as accepté d'assumer seul la dette d'une carte de crédit familiale qui était légalement partagée. Je l'ai écouté sans bouger. Cela a une solution partielle, a-t-il poursuivi. Mais ce n'est pas le plus important. Il a posé son doigt sur une page précise. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Dans l'inventaire des biens du mariage, il n'y a aucune référence à un quelconque transfert d'actifs effectué au cours des 18 derniers mois de cohabitation. Si ce que tu me dis sur les mouvements de ta femme avec Pradier est vérifiable. Et si elle a transféré des actifs du patrimoine matrimonial à un tiers avant la séparation formelle, c'est une question que la procédure de divorce aurait dû examiner et ne l'a pas fait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ai-je demandé. Ça veut dire que s'il y a des preuves de ces transferts, il y a matière à porter plainte. Je ne vais pas te promettre un résultat final parce que les procédures civiles ont leurs propres délais et leurs incertitudes, mais je te dis que l'affaire est fondée. Combien de temps, ai-je dit. Si tout se passe normalement, entre 8 et 14 mois pour une décision. Je lui ai dit de foncer. J'ai raccroché et je suis rentré chez ma mère ce soir-là avec un dossier sous le bras et un sentiment nouveau qui n'était pas exactement de la satisfaction, mais qui s'en rapprochait. C'était le sentiment d'être passé d'un homme à qui les choses arrivent à un homme qui commence à avancer au milieu de ces choses avec un certain but. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai rassemblé tout ce qu'Ismaël m'avait demandé. J'ai passé en revue les relevés bancaires des 3 dernières années que j'avais sauvegardés sur mon ordinateur. J'ai organisé les actes de propriété de l'appartement et me suis remémoré chaque détail concret qui pouvait être pertinent, date, montant, nom. Ce ne fut pas un processus agréable. Examiner la trace financière d'un mariage qui s'est terminé à quelque chose d'une autopsie. Ce sentiment d'examiner quelque chose qui ne peut plus être changé mais qui peut encore être expliqué. Au cours de ce processus, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas relié jusque-là. En septembre 2020, 6 mois avant que je ne signe la fermeture de l'entreprise, Véronique avait retiré 4 300 € en espèces d'un compte joint, en 3 transactions distinctes au cours du même mois. Je m'en souvenais vaguement, car à l'époque, elle m'avait dit que c'était pour renouveler les meubles d'une pièce qu'elle voulait redécorer depuis un moment. Je l'avais accepté sans poser de questions, car en septembre 2020, j'étais complètement absorbé par les problèmes de l'entreprise et je n'avais aucune capacité mentale pour remettre en question quoi que ce soit d'ordre domestique. La pièce n'avait jamais été redécorée. Je l'ai envoyée à Ismaël avec un mot. Il a répondu 2 jours plus tard avec un bref message, « Bien vu. Toujours en cours d'examen. On s'en parle. » La même semaine, chez Construction Renault, Baptiste m'a demandé de rester à la fin de la journée pour discuter. Quand le bâtiment s'est vidé et que Rosalie avait déjà rangé ses affaires, il a fermé la porte du bureau vitré et s'est assis, avec cette posture de quelqu'un qui s'apprête à dire quelque chose de direct. Les devis qu'on a revus ce mois-ci se sont bien passés, a-t-il dit. La marge sur le contrat de Villeurbanne est dans les clous de ce que tu avais calculé. Le chef de chantier à mes yeux dit que les nouvelles procédures lui font gagner du temps. Il a fait une pause. Je veux que ton contrat devienne permanent et je veux revoir le chiffre. Il m'a proposé 2 600 € par mois. J'ai fait une contre-proposition de 2 500 €. Nous nous sommes mis d'accord sur 2 550 €. Ce n'était pas ce que je gagnais quand j'avais ma propre entreprise, mais c'était stable. C'était concret, et c'était à moi, d'une manière qui, à ce moment-là,
importait plus que le montant. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai fait un calcul rapide dans la marge d'une feuille de papier. Avec 2550 € par mois, en couvrant les dépenses de base et le paiement minimum des dettes restantes, en 12 mois, j'aurais assez de marge pour envisager de quitter le canapé de ma mère et de louer un logement bien à moi. 12 mois, c'était long, mais pour la première fois depuis mars, le temps ne me semblait plus être l'ennemi. L'été 2021 s'est déroulé avec une normalité que je n'avais pas anticipée. Ce ne fut pas un été de grands mouvements ou de décisions dramatiques. Ce fut un été de travail constant, de factures payées à temps, de dettes qui diminuaient lentement mais sûrement. Baptiste m'avait donné un accès total à tous les processus de l'entreprise, et au cours des mois précédents, j'avais construit une structure de gestion qui fonctionnait indépendamment de ma présence quotidienne. Cela m'a laissé le temps de penser, et penser était une chose que je faisais avec beaucoup plus de clarté durant cette période qu'à n'importe quel moment auparavant. Ismaël a continué à travailler sur la révision de la procédure de divorce. Tout au long de l'été, il m'a demandé des documents supplémentaires avec une cadence lente et méthodique qui, au début, me rendait impatient et que j'ai appris avec le temps à respecter. Les procédures juridiques ont leur propre rythme, complètement distinct de l'urgence émotionnelle de ceux qui y sont impliqués. Et lutter contre ce rythme ne produit que de l'usure sans résultat. En juillet, il m'a appelé avec des éléments concrets. J'ai trouvé un virement bancaire de janvier 2021, m'a-t-il dit sans préambule. D'un compte joint vers un compte au nom d'Edmond Pradier, 8 000 €. La signature est celle de Véronique. Je suis resté immobile, le téléphone à la main. Est-ce suffisant, ai-je demandé. C'est un élément solide, a-t-il répondu. Combiné aux 4 300 € de septembre dernier et au fait que ces montants n'apparaissent pas dans l'inventaire du divorce, nous avons une base réelle pour une plainte. Je ne peux pas garantir le résultat final, car aucun processus civil n'a de garanties absolues. Mais je peux te dire que le dossier est solide. Je suis sorti sur la petite terrasse de l'appartement de ma mère. Elle donnait sur une cour intérieure avec un figuier que personne n'avait planté, mais qui avait toujours été là. C'était le milieu de l'après-midi, un mardi de juillet. Il faisait une chaleur sèche et les feuilles du figuier ne bougeaient pas. Je me suis appuyé sur la rambarde, en pensant que ces 8 000 € en janvier 2021 correspondaient au mois où j'étais plongé dans les négociations les plus difficiles avec les banques. Le mois où je rentrais à la maison la tête pleine de chiffres et où je n'avais aucune capacité à voir autre chose. Elle le savait. Elle savait exactement quand elle pouvait les déplacer sans que je m'en rende compte. Je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti quelque chose de plus froid et de plus durable, la confirmation définitive que ce qui s'était passé avait été tout sauf improvisé. L'automne a apporté le premier contrat majeur pour Construction Renault sous ma direction. Une société de promotion immobilière de Marseille avait besoin d'un consultant externe pour superviser l'exécution technique d'un complexe résidentiel de 22 logements à la périphérie de Lyon. Baptiste m'a proposé d'assumer directement cette supervision avec une rémunération supplémentaire s'ajoutant à mon contrat habituel. J'ai accepté. Ce fut le travail le plus exigeant que j'ai eu depuis la fermeture de ma propre entreprise, des visites sur le chantier 3 fois par semaine, des réunions avec le promoteur, la coordination avec les chefs d'équipe, des rapports techniques bimensuels. Il y avait des semaines où je rentrais chez moi après 21 heures, les vêtements imprégnés de l'odeur du chantier et les pieds fatigués d'avoir marché sur des dalles de béton. Et il y avait quelque chose dans cette fatigue physique spécifique, dans cette odeur de plâtre, de poussière et de sueur de bois, que je trouvais plus réparateur que n'importe quel repos passif. En novembre, j'avais remboursé 31 000 € sur les 42 000 € de dettes restantes. Il restait 11 000 €, qui, à ce rythme, disparaîtraient d'ici le printemps suivant. En décembre, j'ai déménagé. Ce ne fut pas un processus compliqué ni chargé d'émotions. J'ai loué un appartement de 2 chambres dans le quartier Jean Massé, au 4e étage, avec une fenêtre de salon qui donnait sur la rue et recevait le soleil le matin. Il était plus petit que celui des Brotteaux, plus simple, sans les finitions que j'avais moi-même choisies lors de la dernière rénovation, mais il était à moi, de la seule façon qui importait. Je le payais. Je l'avais choisi, et personne n'allait y faire ses valises. La nuit où j'y ai dormi pour la première fois, sur un matelas neuf que j'avais acheté l'après-midi même, le silence était différent de celui de l'appartement vide des Brotteaux et différent de celui du canapé de ma mère. C'était le silence d'un endroit qui n'avait pas encore d'histoire et qui attendait que quelqu'un lui en donne une. Ce n'était pas de la mélancolie. C'était quelque chose comme de la neutralité, ce qui, à ce moment-là, était exactement ce dont j'avais besoin.
L'année 2022 a commencé par un appel d'Ismaël la deuxième semaine de janvier. Le processus avance, m'a-t-il dit. L'autre partie a répondu. Il nie le caractère intentionnel des transferts. Ils affirment qu'il s'agissait de paiements pour des services, mais ils n'ont pas pu le documenter. Le juge a admis les preuves que nous avons présentées. On continue. Au printemps, Baptiste m'a proposé quelque chose que je n'avais pas prévu. La société de promotion de Marseille, satisfaite de la supervision du complexe résidentiel, voulait engager mes services de conseil directement pour un nouveau projet plus important à Avignon, non pas en tant qu'employé de construction Renault, mais en tant que consultant indépendant avec mon propre contrat. Baptiste, avec une générosité à laquelle rien ne l'obligeait, m'a dit que si je voulais accepter, nous pourrions réorganiser ma relation avec son entreprise de manière compatible avec ce nouvel engagement. Tu m'as aidé quand j'en avais besoin, a-t-il dit avec sa simplicité habituelle. Je ne vais pas être celui qui te retient maintenant. J'ai créé un cabinet de conseil en tant qu'indépendant en mai 2022, une immatriculation, un nouveau compte bancaire, une carte à mon nom, et en dessous, une ligne qui disait « Conseil technique en construction ». Pas d'employé, pas d'entrepôt, pas de structure lourde, juste moi, mon expérience, et les contrats que j'étais capable de décrocher. Le premier mois, j'ai facturé 4 800 €, le deuxième, 5 300 €. Ce n'était pas le chiffre d'affaires de bâtiment dès le cours de ces belles années, mais c'était net, c'était durable, et cela augmentait à chaque projet bien exécuté. En juin 2022, exactement 15 mois après avoir dormi sur le canapé de ma mère pour la première fois, j'ai remboursé le dernier euro de la dette restante. L'après-midi même, je suis allé chez elle avec une bouteille de vin qu'elle n'avait pas demandé et que nous avons quand même ouverte. Assis dans la petite cuisine, le figuier de la cour visible à travers la fenêtre, nous avons trinqué sans faire de discours. Elle a levé son verre. J'ai levé le mien, et nous nous sommes regardés un instant avec cette complicité des gens qui ont partagé quelque chose de difficile sans avoir besoin de le nommer. C'est fait, a-t-elle dit. Simplement, c'était suffisant. La seconde moitié de l'année 2022 a été la période où j'ai arrêté de mesurer le temps en fonction de ce que j'avais perdu, pour commencer à le mesurer en fonction de ce que je construisais. C'était un changement subtil mais profond. Le genre qui ne s'annonce pas, mais qu'on découvre rétrospectivement quand on réalise que, depuis des semaines, le passé n'est plus la première chose qui apparaît à l'esprit en ouvrant les yeux le matin. Le projet d'Avignon avançait bien. Je m'y rendais 2 ou 3 fois par semaine et j'avais développé une solide relation de travail avec l'équipe de promoteurs marseillais, en particulier avec leur directeur technique, un homme méthodique et exigeant nommé Aurélien Fontaine, 56 ans. Qui appréciait par-dessus tout que les rapports arrivent à l'heure et que les problèmes soient communiqués avant qu'ils ne deviennent des crises. Avec Aurélien, j'ai appris quelque chose que je pensais déjà savoir, mais qu'en réalité je n'avais qu'à moitié mis en pratique. La confiance professionnelle se construit dans les moments inconfortables, pas dans les moments faciles. En octobre, j'ai reçu un appel d'Ismaël. Nous avons une décision, a-t-il dit. J'étais assis dans le siège conducteur de ma voiture, garé devant un chantier à la périphérie d'Avignon, le moteur encore en marche. Le juge a partiellement fait droit à la demande, a-t-il poursuivi. Les transferts effectués depuis un compte joint ont été reconnus comme une dissipation abusive des biens de la communauté. Le jugement établit une indemnisation en ta faveur de 19 000 €, ce qui inclut les montants transférés plus les intérêts légaux correspondants. Je n'ai rien dit pendant un moment. Est-ce que Véronique doit payer ça, ai-je demandé. Véronique est légalement responsable, oui. Le délai de paiement volontaire est de 30 jours à compter de la notification. Si elle ne paie pas dans ce délai, nous procéderons à une exécution forcée. J'ai raccroché et j'ai regardé à travers le pare-brise la façade inachevée du bâtiment d'en face, avec ses échafaudages et sa bâche verte, et les ouvriers qui s'affairaient au 2e étage, ignorant du fait qu'à 30 mètres de là, un homme venait de clore quelque chose qui était resté ouvert pendant près de 2 ans. Ce n'était pas de l'euphorie que je ressentais. Il était trop tard pour l'euphorie. Trop de temps s'était écoulé, trop de travail accumulé entre ce moment et le 17 mars 2021. Ce que j'ai ressenti, c'était quelque chose qui ressemblait davantage à un achèvement. Ce sentiment spécifique quand un fardeau qu'on a porté pendant si longtemps, au point de ne plus le percevoir comme un fardeau, disparaît soudainement, et que le corps prend quelques secondes pour enregistrer la différence. J'ai démarré la voiture et je suis retourné à l'hôtel où je séjournais quand j'étais à Avignon. Un établissement sans prétention du centre-ville,
dont je connaissais déjà la chambre dans ses moindres détails, la tache d'humidité dans le coin du plafond, le bruit de l'ascenseur qui passait, la vue sur une ruelle que personne ne traversait à certaines heures de la journée. Ce soir-là, j'ai dîné seul au restaurant en bas. J'ai commandé quelque chose de simple et j'ai pris un verre de vin avec la lenteur de quelqu'un qui n'est pas particulièrement pressé. C'est en janvier 2023 que j'ai acheté la voiture. Ce ne fut ni une décision impulsive, ni un geste symbolique prémédité. C'était une décision pratique. Le véhicule que j'utilisais, une citadine de plus de 9 ans et de 220 000 km, commençait à avoir des problèmes mécaniques avec une fréquence qu'il n'était plus économiquement raisonnable de supporter. J'avais besoin d'une voiture fiable pour mes déplacements professionnels et, pour la première fois depuis longtemps, j'avais la capacité financière de l'acheter sans que ce soit un sacrifice démesuré. J'ai choisi une berline gris foncé, vieille de 3 ans, avec tout son entretien à jour et un prix de 17 900 €, que j'ai payé en grande partie comptant. Ce n'était pas la voiture la plus chère du concessionnaire, et elle n'avait pas vocation à l'être. C'était exactement ce dont j'avais besoin, solide, efficace, sans ostentation. Le type de véhicule qui indique que son conducteur a mis de l'ordre dans ses affaires sans avoir besoin de l'annoncer. Le jour où je suis allé la récupérer, c'était un jeudi à la fin du mois de janvier, froid et clair, avec ce soleil d'hiver qui illumine sans réchauffer. J'ai quitté le concessionnaire sur la route et j'ai conduit pendant 20 minutes sans destination précise, juste pour sentir la voiture, pour m'habituer au toucher du nouveau volant et au silence du moteur qui ne vibrait ni ne protestait. C'était une sensation mineure en termes objectifs, mais il y avait quelque chose là-dedans qui avait du poids. 3 jours plus tard, il s'est passé ce que je n'avais pas cherché et que je n'attendais pas. C'était un samedi matin, vers 11h30. Je roulais dans le centre de Lyon, avec l'intention de passer chez ma mère avant le déjeuner. J'ai pris un itinéraire qui n'était pas l'habituel en raison de travaux sur une route que j'empruntais d'ordinaire. Un petit détour qui m'a fait longer un parc que je connaissais bien, le parc de la Tête d'Or, avec ses bancs en bois, sa fontaine centrale et ses arbres dépouillés de janvier qui laissaient entrevoir le ciel à travers les branches. J'ai ralenti en longeant le trottoir parce qu'il y avait un passage piéton et quelqu'un qui traversait. Et dans cette fraction de seconde de vitesse réduite, mon regard tourné vers le côté droit de la rue, j'ai vu une femme assise sur un banc à environ 8 mètres. Elle portait un manteau sombre avec le col relevé, les cheveux en bataille et plus longs que dans mon souvenir, la tête légèrement penchée. Devant elle, sur le sol, se trouvait un gobelet en carton. Elle ne mendiait pas activement. Elle ne tendait pas la main et ne disait rien. Elle était juste assise là, avec ce gobelet devant elle, avec l'immobilité de quelqu'un qui est là depuis longtemps et n'attend plus rien en particulier. Il m'a fallu 3 ou 4 secondes pour traiter ce que je voyais. C'était Véronique. Il n'y avait aucun doute. Je connaissais cette posture. Je connaissais la forme de ses épaules. Je connaissais ce geste de pencher la tête sur la droite qu'elle avait toujours eu. Mais tout le reste était différent, les vêtements, l'état de ses cheveux, l'expression que j'ai réussi à capter quand elle a levé les yeux un instant avant que le feu au carrefour suivant ne passe au vert. Cette expression n'était ni de la tristesse ni de la honte. C'était de l'absence. C'était le visage de quelqu'un qui a cessé de se projeter dans un quelconque avenir et qui vit uniquement dans l'instant présent, avec pour seul calcul d'atteindre le suivant. J'ai accéléré quand le feu a changé. Je n'ai pas arrêté la voiture. Je ne suis pas descendu. Je n'ai fait aucun geste. J'ai continué dans la rue, les mains fermes sur le volant et les yeux fixés droit devant. Et ce n'est que lorsque j'ai tourné au coin de la rue et que le parc a disparu de ma vue, que je me suis permis de relâcher le souffle que je retenais sans m'en rendre compte. J'ai conduit les 12 minutes restantes jusqu'à chez ma mère dans un silence complet. Pas de musique, pas de radio. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis dans la voiture pendant un moment, sans bouger, regardant la façade de cet immeuble familier sans vraiment la voir. J'avais imaginé ce moment, ou quelque chose de similaire, à l'occasion au cours des mois précédents. Pas avec obsession, mais avec cette façon qu'a l'esprit de compléter des scénarios qu'on ne lui a pas demandé. Et dans aucune de ces versions imaginées, je n'avais ressenti ce que j'ai ressenti dans cette voiture garée devant l'immeuble de ma mère. Ce n'était pas de la satisfaction. Ce n'était pas du soulagement. C'était quelque chose de plus inconfortable et de plus honnête que les deux. C'était la prise de conscience que voir Véronique sur ce banc ne me rendait rien de ce que j'avais perdu. Ça ne refermait aucune blessure. Ça ne compensait aucune année. C'était simplement une information sur ce qui était arrivé à une personne qui, à une époque,
avait été le centre de ma vie. C'était, d'une manière que je ne saurais nommer, la chose la plus triste de toutes. Je n'ai dit à personne ce que j'avais vu au parc de la Tête d'Or. Ni à ma mère, ni à Guillaume, ni à Ismaël. Ce n'était pas une décision délibérée de garder le silence. C'est simplement que je ne trouvais pas de façon de le raconter sans que ça sonne comme quelque chose que ce n'était pas. Ce n'était pas un triomphe. Ce n'était pas de la pitié. Ça ne rentrait dans aucune catégorie bien définie. Et les choses qui ne rentrent dans aucune catégorie bien définie sont difficiles à raconter sans les déformer. J'ai continué ma routine. Le lundi suivant, j'étais à Avignon à 9 h du matin pour vérifier l'avancement de la structure du deuxième bloc du complexe résidentiel. Le mardi, j'ai eu une réunion avec Aurélien Fontaine pour revoir le calendrier du trimestre. Le mercredi, je suis retourné à Lyon et j'ai passé l'après-midi au cabinet pour mettre à jour la facturation du mois. La vie avait sa propre cadence qui n'avait pas besoin d'interruption pour avancer. C'est Guillaume qui a apporté l'information, comme tant d'autres fois, sans que je ne l'ai expressément cherché. À la mi-février, nous avons déjeuné dans un restaurant du centre que nous fréquentions depuis des années, un petit endroit avec des tables en bois et un menu du jour qui n'avait pas vraiment changé en 10 ans. Guillaume est arrivé avec cet air qu'il a quand il a quelque chose en tête mais qu'il attend le bon moment pour l'aborder. Je le connais depuis trop longtemps pour ne pas reconnaître ce signe. J'ai attendu. Nous avons commandé. Nous avons mangé l'entrée, et quand le plat de résistance est arrivé, il a posé un instant sa fourchette sur le bord de l'assiette et m'a regardé. J'ai appris quelque chose cette semaine, a-t-il dit. Par un contact dans le secteur immobilier. Quelqu'un qui fait circuler les informations discrètement. Il a fait une pause. C'est à propos de Pradier. Je n'ai pas changé d'expression. Edmond Pradier est dans une situation financière très compliquée depuis environ 1 an, a-t-il continué. Plusieurs projets d'investissement qui ont mal tourné, des dettes envers 2 banques et une plainte au civil d'un associé alléguant des irrégularités dans la gestion de fonds communs. Il a coupé un morceau de viande, l'a mâché lentement, puis a poursuivi. Ce qui a le plus attiré mon attention, c'est ce qui s'est passé avec Véronique. D'après ce qu'on m'a dit, Pradier avait mis plusieurs actifs à son nom ces dernières années, l'appartement où il vivait, un véhicule. Un compte liquide. Quand les problèmes judiciaires ont commencé, il a utilisé ces actifs enregistrés à son nom comme garantie sans son consentement explicite. Quand les créanciers sont venus les saisir, tout ce qu'elle croyait posséder était déjà compromis. J'ai posé délicatement mon verre d'eau sur la table. Il l'a jeté à la rue, ai-je demandé. Il l'a mise dehors, a confirmé Guillaume. Il y a environ 8 ou 9 mois, d'après ce qu'on m'a dit, sans préavis. En gros, il lui a donné accès à son compte courant personnel pendant 2 semaines pour qu'elle puisse s'organiser, et ensuite, il a bloqué tout ce qu'il pouvait bloquer. Il a fait une pause plus longue. La femme s'est retrouvée littéralement sans rien à son nom. Ce qu'elle avait avant son mariage avec toi n'existait plus. Ce qu'elle avait accumulé pendant le mariage. Elle y a renoncé lors du divorce ou l'a transféré à Pradier. Et ce qu'elle pensait avoir gagné avec Pradier s'est avéré n'être à aucun moment réellement à elle. Je l'ai écouté jusqu'à la fin sans l'interrompre. Il y a des moments où la vie produit des symétries qu'aucun scénariste n'oserait écrire parce qu'elle paraîtrait trop artificielle. Véronique avait quitté un homme en faillite parce qu'elle ne voulait pas vivre dans le manque. Elle avait cherché chez un autre la sécurité financière que je ne pouvais plus lui offrir, et elle avait fini dans une situation matérielle pire que toutes celles qu'elle avait connues à mes côtés. Non pas parce que je l'avais planifié, non pas comme le résultat d'une quelconque manœuvre de ma part, mais comme la conséquence directe de ses propres décisions et de la nature de l'homme qu'elle avait choisi. Je n'en ai pas éprouvé de satisfaction. Je le dis honnêtement, parce qu'il serait facile de dire le contraire, et ce serait plus dramatique, mais ce ne serait pas vrai. Ce que j'ai ressenti, c'était quelque chose de plus complexe et de moins cinématographique, une sorte de tristesse structurelle. Celle qui vient de voir comment une série de décisions prises avec froideur et calcul finissent par démolir celui qui les a prises, avec une efficacité qu'aucune punition extérieure n'aurait égalée. Véronique n'avait été détruite par personne. Elle avait été détruite par sa propre logique, poussée jusqu'à ses conséquences naturelles. Tu sais où elle est maintenant, ai-je demandé à Guillaume. Il m'a regardé un instant avant de répondre. Pas avec certitude, a-t-il dit. On dit qu'elle est chez sa sœur, mais ce n'est pas sûr. Il a marqué une pause. Pourquoi? Pour aucune raison particulière, ai-je répondu.
Je voulais juste savoir si l'information était récente. Guillaume me connaît assez bien pour savoir quand il ne faut pas insister. Il a changé de sujet naturellement, et nous avons passé le reste du repas à parler du projet d'Avignon et d'une nouvelle mission qu'il envisageait. Mais à un moment donné, alors qu'il parlait de délais et d'honoraires, je pensais au banc du parc de la Tête d'Or, au gobelet en carton sur le sol, à la silhouette avec le manteau sombre et le col remonté contre le froid de janvier. Tout s'emboîtait maintenant avec une précision presque géométrique. Ce que Guillaume m'avait dit expliquait ce que j'avais vu. Edmond Pradier avait utilisé Véronique de la même manière qu'elle avait essayé de l'utiliser, comme une ressource de convenance, disponible tant qu'elle était utile, et jetable dès qu'elle cessait de l'être. La différence était qu'Edmond avait exécuté cette logique avec une brutalité que Véronique n'avait pas anticipée, parce qu'elle ne s'était jamais mise à la place de l'autre. L'après-midi, de retour dans l'appartement de Jean Massé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai examiné les chiffres du trimestre. Le cabinet avait facturé une moyenne de 6 200 € par mois au cours des 3 derniers mois. J'avais 2 contrats actifs, une proposition en attente de réponse de la part d'une entreprise de Grenoble, et une réserve de liquidité qui n'existait pas 19 mois plus tôt. J'ai fermé l'ordinateur, je me suis levé et je suis allé à la fenêtre du salon qui donnait sur la rue et recevait le soleil le matin, bien qu'à cette heure-là, elle fût déjà dans l'ombre. J'ai regardé la rue en contrebas pendant un moment sans penser à rien de particulier, avec cette capacité de vide mental qu'on développe quand on a appris que toutes les pensées ne valent pas la peine d'être suivies jusqu'au bout. Il y avait une question à laquelle je devrais répondre tôt ou tard. Et ça ne concernait ni Véronique, ni Pradier, ni le passé. Ça concernait ce que je voulais faire de ce qui m'attendait, des années qu'il me restait, de l'expérience accumulée, de la liberté réelle qu'aucun élément extérieur ne limitait pour la première fois depuis longtemps. Cette question n'avait rien d'urgent, mais elle était là, en attente, et pour la première fois, je n'étais pas mal à l'aise de l'avoir devant moi. Mars 2023 est arrivé avec un de ces printemps précoces que Lyon connaît de temps en temps. Des jours de chaleur inattendue, entrecoupés d'après-midi de vent du nord qui vous rappellent que l'hiver n'est pas complètement parti. Cela faisait exactement 2 ans que l'entreprise avait fermé, et la distance temporelle avait accompli ce que l'effort conscient n'avait pas tout à fait réussi, elle avait transformé cette période en quelque chose dont je me souvenais clairement, mais que je n'habitais plus émotionnellement de façon permanente. Le projet d'Avignon entrait dans sa dernière ligne droite. Aurélien Fontaine m'avait informé que le promoteur était satisfait du résultat et qu'il y avait de réelles possibilités d'une nouvelle mission au second semestre, cette fois à Nîmes. Le cabinet de conseil fonctionnait avec une solidité qu'il aurait semblé optimiste d'imaginer 1 an plus tôt. J'avais 3 clients actifs, un calendrier avec de vrais engagements, et une réputation dans le secteur qui avait été reconstruite contrat par contrat, sans annonce ni déclaration, juste avec du travail livré à temps et des problèmes résolus avant qu'ils ne deviennent des crises. C'est au cours de la 2e semaine de mars que Delphine est apparue. Delphine Vasseur avait 53 ans et faisait partie de ces personnes qui gravitent à la périphérie de presque tous les longs mariages. L'amie de la femme qui connaît aussi le mari, qui a assisté à suffisamment de dîners et de célébrations pour être familière avec les deux, mais dont la loyauté, en cas de rupture, suit inévitablement celle qu'elle a choisie en premier. Elle et Véronique étaient amies depuis l'université. Je l'avais vue à peut-être 30 ou 40 reprises au fil des ans, toujours dans des contextes sociaux, toujours avec cette cordialité superficielle qui se maintient entre des personnes qui ne se sont pas directement choisies mais qui coexistent poliment. Je ne l'avais pas vue depuis avant la séparation. Je suis tombé sur elle par hasard un après-midi devant une papeterie de la rue Garibaldi, alors que je sortais d'une quincaillerie dans le même pâté de maison avec quelques matériaux pour un détail du cabinet. Nous nous sommes reconnus en même temps. Il y a eu une seconde de pause, que nous avons tous deux gérée avec la même expression de quelqu'un qui décide en temps réel de l'attitude à adopter face à cette rencontre. « Romain » a-t-elle dit. « Delphine » ai-je répondu. On voyait qu'elle voulait dire quelque chose mais ne savait pas comment commencer. Je connais ce signe depuis de nombreuses années, la façon dont quelqu'un qui parle normalement avec fluidité calibre soudain chaque mot avant de le lâcher. Je lui ai laissé de l'espace. Je n'ai rien demandé. Je ne lui ai pas offert de porte de sortie facile. J'ai juste attendu. J'ai vu Véronique, a-t-elle finalement lâché. Il y a quelques jours, je l'ai croisée, et elle ne va pas bien. Romain, elle vit chez sa sœur Pauline dans le quartier des États-Unis, avec la fille de Pauline et le mari de la fille, dans une chambre qui n'est pas la sienne. Elle a fait une pause. Elle m'a demandé si je te voyais. Elle s'est arrêtée là. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé,
ai-je dit avec un calme qui n'était pas de la froideur, mais simplement l'absence d'agitation. Delphine a baissé les yeux un instant avant de répondre, de savoir si tu pourrais lui parler. Qu'elle veut te présenter ses excuses. Qu'elle regrette la façon dont les choses se sont passées. Elle a levé les yeux. C'est ce qu'elle m'a dit de te dire. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai tenu le sac de la quincaillerie, j'ai regardé un point neutre entre nous deux, et j'ai traité ce que je venais d'entendre avec la même méthodologie que j'avais apprise pour traiter toute information pertinente au cours des 2 dernières années, sans réaction immédiate. Sans laisser l'émotion du premier instant dicter la direction. Comment va sa santé, ai-je demandé. Delphine a semblé légèrement surprise par cette question spécifique. Physiquement, elle va bien, a-t-elle dit. C'est le reste. J'ai hoché la tête lentement. Merci de me l'avoir dit, ai-je répondu. Vraiment? Delphine a hoché la tête avec l'expression de quelqu'un qui s'est acquitté d'une tâche qui lui pesait et qui ne sait pas trop si elle l'a résolue ou l'a simplement transmise. Nous nous sommes dit au revoir avec la même politesse avec laquelle nous nous étions salués, et chacun a repris son chemin dans la rue Garibaldi, dans des directions opposées. Ce soir-là, assis dans le salon de l'appartement de Jean Massé avec une tasse de café qui a refroidi sans que je la boive, j'ai passé un long moment à ne rien faire de particulier. Ce n'était pas de l'angoisse que je ressentais, ni du doute au sens où je ne savais pas ce que je voulais faire. C'était plutôt le poids spécifique de devoir prendre une décision qui affectait quelqu'un qui, à une époque, avait été la personne la plus proche au monde, et de le faire depuis un espace de clarté qui n'avait rien à voir avec la haine, mais qui n'avait rien non plus de la nostalgie active. Le lendemain, j'ai appelé Ismaël, non pas parce que j'avais besoin de conseils juridiques à ce stade, la procédure juridique était close depuis des mois. Mais parce qu'Ismaël était le genre de personne avec qui je pouvais parler de cette affaire sans que la conversation ne dérive sur le terrain de l'émotionnel. Je lui ai raconté la rencontre avec Delphine et je lui ai demandé s'il y avait une quelconque obligation légale, une quelconque forme de lien pendant qui pourrait être liée à la situation de Véronique. Aucune, a dit Ismaël sans avoir besoin de temps pour réfléchir. La procédure de divorce est totalement réglée. Le jugement d'indemnisation a été exécuté il y a des mois. Il n'y a aucun lien juridique actif entre toi et elle. Courte pause. Ce que tu fais à partir d'ici est une décision personnelle, pas juridique. Je le savais déjà, ai-je dit. Je voulais t'entendre le dire. Eh bien, je l'ai dit. J'ai raccroché et je suis resté un moment le téléphone à la main. La question n'était pas de savoir si j'avais une obligation. La question était de savoir quel genre d'homme je voulais être à cet instant précis, avec cette information devant moi. Et cette question avait une réponse qui ne dépendait pas de ce que Véronique méritait ou ne méritait pas, ni de ce qui aurait été juste dans l'absolu. Elle dépendait uniquement de ce que je pouvais supporter sans me trahir moi-même. La même semaine, Baptiste Castel m'a appelé pour discuter d'un nouveau contrat que Construction Renault venait de conclure, un projet de rénovation dans le centre historique de Lyon, qu'il voulait que je supervise en externe comme je l'avais fait pour les projets précédents. Nous avons parlé pendant 40 minutes de plans, de délais, de devis. Quand j'ai raccroché, j'ai réalisé que, pendant cette conversation, je n'avais pas pensé une seconde à Véronique, à Delphine, ni à la chambre d'emprunt chez sa sœur, dans le quartier des États-Unis. La vie que j'avais construite au cours de ces 2 années ne laissait aucune place à ce qui n'y avait plus sa place. Cette prise de conscience n'était pas de la cruauté. C'était simplement la description honnête de ce qui se passe quand on arrête d'organiser son présent autour de ce qu'on a perdu, et qu'on commence à l'organiser autour de ce qu'on a. 10 jours se sont écoulés depuis la rencontre avec Delphine sans que je ne prenne aucune action visible. Ce n'était pas de la procrastination ou de l'incapacité à décider. C'était une véritable délibération, le genre de réflexion qui a besoin de temps et de silence pour produire quelque chose de solide, plutôt qu'une réaction déguisée en résolution. Pendant ces 10 jours, j'ai vécu normalement. Je suis allé à Avignon pour régler les derniers détails du projet avec Aurélien, qui m'a serré la main à la fin de la dernière réunion avec cette fermeté qui le caractérise, celle de quelqu'un qui n'est pas prodigue en gestes, mais qui, quand il en fait, leur donne du poids. J'ai supervisé le début de la rénovation dans la vieille ville que Baptiste m'avait confiée. J'ai dîné 2 fois chez ma mère, qui avait remarqué quelque chose dans mon attitude sans poser de questions directes, avec cette capacité qu'elle avait de percevoir les humeurs sans avoir besoin que quelqu'un les verbalise. Le soir du 10e jour, je me suis assis dans le salon de l'appartement de Jean Massé avec un papier et un stylo, non pas pour écrire une lettre, mais pour faire quelque chose que j'avais appris au fil des ans comme outil de clarté.
séparer en deux colonnes ce qui relevait des faits objectifs et ce qui relevait de l'interprétation émotionnelle. C'était un exercice d'ingénieur, au fond. Séparer la structure du bruit. Dans la colonne des faits objectifs, j'ai écrit ce qui suit: Véronique avait pris ses décisions avec des informations complètes et suffisamment de temps pour les évaluer. Elle avait planifié sa sortie pendant des mois. Elle avait transféré de l'argent du patrimoine commun à un tiers avant la séparation. Elle avait signé un divorce conçu pour me laisser dans la pire position possible. Et elle l'avait fait pendant que je me battais pour sauver ce que nous avions construit ensemble pendant plus de 2 décennies, sans rien me dire, sans me donner aucune occasion de réagir à quelque chose dont je ne savais même pas que c'était en train de se produire. Dans la colonne de l'interprétation émotionnelle, je n'ai rien écrit pendant un moment. Puis, j'ai écrit une seule ligne, qu'à une époque, je l'avais vraiment aimé, et que cela aussi avait été réel, même si tout le reste s'était avéré différent de ce que je croyais. J'ai rangé le papier dans le tiroir d'une table de nuit, non pas parce que j'allais y revenir, mais parce que l'écrire était une façon de le reconnaître sans avoir à le porter en permanence dans ma tête. La décision était déjà prise avant même que je ne m'assoie. J'avais juste besoin de vérifier qu'il n'y avait aucun angle que je n'avais pas pris en compte. Je n'allais pas recontacter Véronique. Ce n'était pas une décision prise avec une froideur calculée ou avec le genre de distance qui cache en réalité une colère non résolue. C'était une décision prise depuis une position d'honnêteté totale. Je n'avais rien à lui offrir qui soit authentique. Je n'avais aucun réconfort, parce que le faux réconfort est une forme de mensonge. Je n'avais pas de conseil à donner parce qu'elle ne m'avait pas demandé de conseil, mais une présence. Et ma présence dans sa vie, à ce moment-là, n'aurait servi à rien d'autre qu'à soulager temporairement une situation qu'elle allait devoir résoudre par elle-même, de l'intérieur, tout comme j'avais dû le faire. Il y a des gens qui comprennent le pardon comme un acte accompli envers l'autre. Moi, pendant ces mois, je l'avais compris comme quelque chose qui s'accomplit fondamentalement envers soi-même, la décision de ne pas porter le poids des actes d'un autre comme s'il s'agissait du sien. Cela ne nécessitait aucune rencontre, aucune conversation, aucun geste extérieur. C'était une opération interne qui ne requérait aucun témoin. Ce que j'ai fait, en revanche, c'est appeler Delphine 3 jours plus tard. Elle a répondu dès la première sonnerie avec une rapidité qui indiquait qu'elle attendait cet appel ou, du moins, qu'elle n'était pas surprise de le recevoir. Delphine, ai-je dit, merci de m'avoir dit ce que tu m'as dit. J'y ai réfléchi calmement. J'ai fait une pause. Je ne vais pas contacter Véronique. Non pas ressentiment, mais parce que je n'aurais rien de vrai à lui donner en ce moment, et lui donner quelque chose qui n'est pas vrai ne l'aiderait pas, et ça n'aurait pas de sens pour moi. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Je comprends, a fini par dire Delphine. Sa voix ne contenait aucun jugement. Elle avait cette acceptation de quelqu'un qui, au fond, s'attendait à cette réponse même si elle s'était acquittée de la tâche de transmettre le message. Si jamais elle a besoin d'indications concrètes sur des ressources, des services sociaux, quoi que ce soit de cette nature, elle peut te le demander et tu pourras me le dire, ai-je ajouté. C'est tout ce que je peux offrir sans que ce soit un mensonge. D'accord, a dit Delphine. Prends soin de toi, ai-je répondu. J'ai raccroché. Je suis resté un moment, le téléphone posé sur la table du salon, à le regarder sans vraiment le voir. Dehors, dans la rue en contrebas, on entendait le bruit habituel d'un après-midi de semaine, une voiture, des voix lointaines, le klaxon occasionnel d'un véhicule indéterminé, la vie dans sa version la plus ordinaire et continue. Je n'ai pas ressenti de soulagement immédiat après cet appel. Ce que j'ai ressenti, c'était quelque chose qui ressemblait plutôt à de la fermeté. Ce sentiment spécifique d'avoir agi en cohérence avec qui l'on est, plutôt qu'en réponse à ce qu'un autre attend. C'est un sentiment plus discret que le soulagement, mais plus durable. La même semaine, j'ai reçu une proposition formelle de l'entreprise de Grenoble qui évaluait mes services depuis des mois. Ils voulaient un contrat de conseil pour la supervision technique de 3 projets résidentiels répartis sur 18 mois. Le budget qu'ils proposaient était de 94 000 € pour l'ensemble de la mission. C'était le contrat le plus important que le cabinet ait reçu depuis sa création. Je l'ai examiné calmement, j'ai consulté Ismaël sur certains détails et j'ai répondu avec une contre-proposition de 98 000 €, qu'ils ont accepté sans négociation significative. J'ai signé ce contrat un jeudi à la fin du mois de mars 2023. C'était une journée grise qui n'avait rien de particulier pour la distinguer d'un autre jeudi. J'ai quitté le bureau du client à Grenoble à 18 h.
J'ai marché jusqu'au parking où j'avais laissé la berline grise et j'ai repris la route pour Lyon, sur l'autoroute, avec le contrat signé dans une pochette sur le siège arrière. 2 ans plus tôt, j'avais quitté un office notarial avec un document qui attestait de la fin de tout ce que j'avais construit. Ce jeudi-là, je quittais une réunion avec un document qui représentait le chapitre suivant de tout ce que j'étais en train de reconstruire. L'autoroute était dégagée. Le moteur de la voiture ronronnait avec cette régularité silencieuse qu'ont les moteurs bien entretenus, sans effort visible, sans plainte. Les phares des autres véhicules se multipliaient à mesure que la nuit tombait. Et à un moment donné entre Grenoble et Lyon, les mains sur le volant et la route droite devant moi, j'ai réalisé que je ne pensais à rien de particulier. Je conduisais, tout simplement, et après tout ce qui s'était passé, c'était exactement suffisant. Le contrat de Grenoble a marqué un avant et un après, mais qui n'a eu aucune cérémonie extérieure. Il n'y a pas eu de célébration, pas d'annonce, pas de moment dramatique pour marquer la ligne de séparation entre ce qui était avant et ce qui était maintenant. Les choses importantes s'accompagnent rarement de fanfares. Elles se produisent, c'est tout. Elles s'installent, et on les reconnaît avec le temps comme des tournants uniquement lorsqu'on est assez loin d'elles pour les voir avec du recul. L'été 2023 a été le premier depuis de nombreuses années où j'ai pris de vraies vacances. Pas un long week-end ou quelques jours entre deux projets. De vraies vacances. 2 semaines en août, où j'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai redirigé mes appels professionnels vers un message automatique et j'ai quitté Lyon sans aucune mission de révision en attente. Je suis parti dans le nord, dans une région de la côte bretonne que je connaissais depuis des décennies et qui offre cette sorte de paysage verdoyant et austère qui ne promet rien de spectaculaire, mais qui offre quelque chose de plus difficile, une tranquillité soutenue, sans pic ni déception. J'ai loué une petite maison près de Concarneau pendant 12 jours. Je cuisinais moi-même. J'allais me promener tôt le matin, quand le brouillard ne s'était pas encore tout à fait dissipé. Je lisais l'après-midi dans un fauteuil près d'une fenêtre qui donnait sur un jardin à l'abandon, avec un bougainvillier que personne ne taillait. C'était une vie réduite à ses éléments les plus fondamentaux. Et dans cette réduction, il y avait quelque chose que je n'avais pas trouvé pendant les mois d'efforts constants, l'espace pour réaliser qui on était quand il n'y avait rien à prouver, et personne à qui le prouver. Pendant ces 12 jours, j'ai réfléchi à beaucoup de choses avec le calme que seule la distance physique par rapport aux lieux habituels peut procurer. J'ai pensé à Bâtiment Delcourt et aux 18 années que j'avais consacrées à sa construction, non pas avec nostalgie, mais avec une forme de reconnaissance. Ça avait été un vrai travail, accompli avec compétence et honnêteté, et sa fermeture ne l'effaçait ni ne le diminuait. Il avait existé. Il avait de la valeur. Et le fait qu'il se soit terminé ne signifiait pas que c'était une erreur de l'avoir commencé. J'ai aussi repensé au mois passé sur le canapé de ma mère, à l'odeur du café à 6 heures du matin, à la main petite et ferme d'Anne-Marie sur mon avant-bras à une époque où je n'avais pas les mots pour demander de l'aide, et où elle n'en avait pas besoin pour me l'offrir. Il y a des gens qui nous soutiennent sans en faire un acte visible. Et envers ces personnes, nous avons une dette qui ne se paie pas avec de l'argent ou des mots, mais uniquement avec la décision de ne pas gâcher ce qu'elles nous ont donné. J'ai pensé à Véronique beaucoup moins que ce à quoi je me serais attendu. Non pas parce que je l'avais effacée de ma mémoire, mais parce que sa place dans ma vie avait fini par trouver les bonnes proportions. Elle faisait partie d'une longue histoire qui s'était réellement produite, avec de vrais moments des deux côtés, et qui s'était terminée d'une manière qui en disait plus sur elle que sur moi. Même si cela disait aussi de moi quelque chose qu'il valait mieux ne pas ignorer, j'avais trop travaillé pendant trop d'années, sans comprendre qu'une entreprise qui fonctionne et un mariage qui fonctionne nécessitent des types d'attention différents. Et que le second ne peut pas vivre indéfiniment sur le crédit de la première. C'était peut-être la leçon la plus inconfortable de tout le processus, et la plus utile. Je suis rentré à Lyon à la fin du mois d'août avec les batteries rechargées d'une manière dont je ne me souvenais plus depuis longtemps. Le projet de Grenoble m'attendait. Il y avait une nouvelle mission pour une entreprise de Nîmes qu'Aurélien avait recommandée, et Baptiste avait besoin de mon avis sur un devis compliqué. L'agenda était chargé, mais c'était le genre de poids qui donne de l'énergie au lieu d'écraser, qui donne une direction plutôt que d'être simplement une masse. En septembre, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je l'emmenais dîner, non pas dans sa cuisine, mais dans un vrai restaurant, ce que nous faisions rarement et qu'elle appréciait plus qu'elle ne l'admettait ouvertement. Nous sommes allés dans un endroit calme du centre-ville, avec des nappes en tissu et un service qui prenait son temps. Nous avons mangé lentement, parlé de choses sans importance vitale et de choses qui en avaient une. Et à un moment donné de la soirée, alors que nous attendions le dessert qu'elle avait commandé,
avec sa détermination à ne sauter aucun plat, elle m'a regardé avec cette expression évaluatrice que je connais depuis l'enfance. « Est-ce que tu vas bien ?» a-t-elle dit, non pas comme une question, mais comme une vérification. « Oui », ai-je répondu. « Bien », a-t-elle répété, avec la même économie de mots que d'habitude, et elle a continué à regarder le menu des desserts comme si la question était définitivement réglée. Et elle l'était. Ce que j'ai aujourd'hui, au moment où je raconte tout cela, ce n'est pas la vie que j'avais avant mars 2021. Elle est différente par ses dimensions, par sa structure, et par le type de certitude sur laquelle elle repose. Elle est plus petite à certains égards, et plus solide dans d'autres qui ont davantage d'importance. Je n'ai plus d'employés ni d'entrepôt industriel, ni le poids spécifique d'être responsable de la paie de 30 personnes chaque mois. J'ai un cabinet de conseil qui fonctionne, des contrats qui augmentent grâce à ma réputation, et la liberté de choisir avec qui je travaille et à quelles conditions, une forme de liberté qui, quand on la possède vraiment, s'avère plus précieuse que je ne l'imaginais quand je ne l'avais pas. Je n'ai plus non plus un mariage de 23 ans. J'ai un appartement à Jean Massé avec une fenêtre qui reçoit le soleil le matin, et le silence de vivre dans un espace qui est entièrement le mien, sans que ce soit une perte, mais une forme de présence à soi qu'il m'a fallu trop de temps pour connaître. Il y a une dernière chose que je veux dire. Pas comme une morale, mais comme une description honnête de ce que j'ai appris au cours de tout ce processus. La faillite d'une entreprise ne détruit pas un homme. Ce qui le détruit, si cela doit le détruire, c'est la décision de se définir par ce qu'il a perdu plutôt que par ce qu'il sait encore faire. Il m'a fallu quelques mois pour prendre cette deuxième décision. Et ces mois passés sur le canapé de ma mère, avec le ressort qui s'enfonçait dans mon dos et le plafond inconnu au-dessus de ma tête, ont été une part nécessaire du processus. Toute la douleur n'est pas inutile. Une partie de cette douleur est simplement le temps qu'il faut au corps et à l'esprit pour se réorganiser autour d'une nouvelle réalité. La dernière image que je garde de tout cela n'a rien de dramatique. C'est un mardi d'octobre, tard le soir. Je rentre d'une réunion en périphérie, avec la ville illuminée en toile de fond et la radio éteinte. Mes mains sur le volant, le moteur qui ronronne sans effort, le tableau de bord avec ses lumières vertes et calmes. Aucune destination urgente. Aucun autre poids que le mien. Parfois, la liberté ne s'annonce pas à grand bruit. Parfois, elle arrive exactement comme ça, en silence, en mouvement, avec l'asphalte devant soi, et tout le reste qui a déjà trouvé sa place.